Bonsoir à tous, 19h20 sur Sud Radio. On roule ensemble, comme chaque jeudi soir, avec Mobility TV jusqu'à 20h. Tiens, avec nous ce soir, du beau monde, José Bagdad, associé responsable du secteur automobile PwC France et Maghreb. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue Julien Billon qui est avec nous, directeur général de 3A Data, spécialiste de la donnée automobile. Bonsoir, bonsoir à vous Julien Billon. Bonsoir. Alexandre Marian, directeur général France du cabinet de conseil Alix Partners. Bonsoir, bonsoir Alexandre. Et Vincent Salimon qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Salimon. Bonsoir à tous. Président du directoire de BMW France. Bonsoir à vous quatre. Bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Et avec vous d'ailleurs au 0826 300 300 si vous voulez réagir. Les ventes de voitures neuves poursuivent leur dégringolade, alors pas uniquement à cause des pénuries, je pense aux puces électroniques par exemple, qui rallongent les délais de fabrication et par conséquent, les délais de livraison, plusieurs mois à peu près à attendre pour conduire sa voiture neuve. Et si on voit le verre à moitié vide, ça va peut-être être compliqué à long terme de remonter la pente. Les voitures électriques, ils vont coûter plus cher. Beaucoup d'automobilistes qui se tourneront certainement vers le marché de l'occasion. Tiens, est-ce que vous me trouvez un petit peu trop pessimiste, Julien Billon ? Non, je pense pas. Commence avec vous. Je pense pas que vous soyez pessimiste. Non. Je pense qu'on est peut-être en train de vivre quelque chose de différent en fait dans la façon dont le marché automobile se structure prochainement. Et en particulier sur les espoirs qu'on a tous finalement de voir un marché du véhicule neuf remonter. Ouais. Mais peut-être que finalement, ce qu'on est en train de vivre permet de montrer qu'un marché un peu plus bas n'est pas forcément mauvais. Si on prend la rentabilité des constructeurs automobiles, elle est plutôt bonne, avec pourtant énormément d'unités en moins par rapport à la référence précédente qui était la référence pré-Covid 2019. Il va falloir changer de stratégie en fait, de façon de faire. On va en parler. Vincent Salimon, président du directoire de BMW France. Vous me trouvez pessimiste ? Oui. On dit que souvent j'ai tendance à voir le verre à moitié vide. Vous êtes très pessimiste. Et la preuve, c'est que je vais parler de chiffres. Ouais. On aurait pu parler d'immatriculation pour BMW. C'est vrai que le marché est en baisse. Les immatriculations sont... Alors surtout depuis le Covid. Comment c'était avant le Covid ? Tiens, parce qu'il y a eu des pénuries avec le Covid. Là, il y a la guerre en Ukraine. On va en reparler. Sur quel chiffre on était avant le Covid? Alors, sur le marché, on était entre 2 millions et 2 millions 200 000 chaque année. Là, on est sur un trend, on en parlera tout à l'heure. On va parler d'1,6 million, 1,6 million à peu près. En tout cas, selon moi. Oui. En tout cas, pour les marques que je représente, la situation, et j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, mais c'est la réalité. Il faut d'abord regarder la performance en fonction des marques. Et moi, je gagne, chez BMW, on gagne 1 point de part de segment, on gagne 0,3 de part de marché. C'est-à-dire qu'on gagne de la performance par rapport à la concurrence. Et surtout, il y a une redéfinition des segments de vente. C'est-à-dire que oui, effectivement, en immatriculation, le marché est à moins 17. Actuellement, BMW Mini, on est à moins 12. En revanche, par rapport à l'année dernière, je suis à plus 4 chez BMW sur les ventes à particuliers et entreprises. Ouais. Je suis à plus 8 par rapport à 2019, qui est une année de référence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, globalement, il y a moins de voitures, mais si les voitures sont mieux affectées selon les segments, et notamment aux utilisateurs, entreprises et particuliers, finalement, on arrive à limiter la casse, on arrive à réduire les délais de livraison. Et là où effectivement on peut se poser la question, c'est que le marché de l'entreprise va très bien. Globalement, les entreprises renouvellent leurs voitures. Maintenant, il y a une question sur les particuliers qui s'interrogent, et on en reparlera tout à l'heure, sur la motorisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Vincent Salimon ? Tiens, Alexandre Marian. Alors, je suis d'accord en partie sur le fait... Exactement, il y a toujours un mais. Oui, mais. En réalité, la baisse de vente de voitures, elle est principalement liée à la pénurie de semi-conducteurs qui limite la fabrication de ces véhicules et donc leur livraison. Donc, on voit à la fois la rentabilité des constructeurs s'améliorer. Elle s'améliore parce que finalement, en temps de pénurie, en augmentant les prix et en étant capable de tout vendre, on arrive à améliorer sa rentabilité. Alors, juste qu'on comprenne bien, parce qu'on pouvait le comprendre, cette pénurie avec le Covid, c'est quand même derrière nous. Alors, la crise sanitaire, pourquoi ça perdure ? Alors, ça perdure parce que, en fait, il y a eu des stop and go permanents dans le secteur de la fabrication des semi-conducteurs. Et en plus, pour les véhicules électriques, il y a beaucoup plus de semi-conducteurs et tous les nouveaux véhicules, finalement, ont de plus en plus besoin de semi-conducteurs. Donc, on voit une croissance de la demande des semi-conducteurs.
En parallèle de ça, quand le Covid est arrivé, finalement, les constructeurs ont arrêté leurs commandes, ils ont limité ça. Il y a eu un transfert de l'offre vers d'autres secteurs, les secteurs de l'électronique, donc des ordinateurs et autres, ce qui a fait que cette quantité de puces n'a pas été réaffectée pour l'automobile. Et maintenant, ça fait plusieurs mois, voire un an, qu'on essaie de mettre de la capacité pour répondre à ce besoin, mais l'offre n'est pas suffisante, et donc on vient de sortir notre étude AlixPartners, notre étude annuelle. On voit de la tension sur le marché lié aux semi-conducteurs jusqu'à horizon 2024, parce que le besoin n'est pas là. Il va y avoir une augmentation des ventes l'année prochaine et l'année d'après, mais c'est vraiment tendu parce que c'est l'offre qui fait la tension dans le marché, c'est pas la demande. José Bagdad. Alors, je dirais qu'il y a deux phénomènes, un phénomène conjoncturel, enfin des phénomènes conjoncturels et des phénomènes structurels. Phénomène conjoncturel, on a parlé des semi-conducteurs, c'est vrai. Il y a les prix aussi qui ont augmenté de l'acier, qui ont fait que les prix des voitures... À cause de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, il y a le fait de la production logistique qui est plus difficile aussi en Ukraine avec le câblage. Donc il y a des éléments conjoncturels qui expliquent un marché baissier. Mais il y a aussi des éléments structurels qui vont au-delà des semi-conducteurs en particulier, avec sans doute une appétence moins forte des particuliers pour acheter un véhicule neuf. Ils achètent plus tard leur véhicule neuf. Un acheteur aujourd'hui de véhicule neuf a en moyenne d'âge, sur le marché européen, plus de 55 ans. C'est-à-dire que les jeunes ne sont pas attirés par les véhicules neufs. Donc ils vont vers le véhicule d'occasion, d'abord pour des questions de pouvoir d'achat, mais aussi parce qu'ils ont plutôt envie d'avoir une forme de liberté et ne pas être contraints d'avoir leur propre véhicule systématiquement, et c'est plus l'apanage d'avoir son véhicule comme ça pouvait l'être il y a 20 ans, 30 ans. Donc pouvoir d'achat, donc il y a un phénomène structurel dont on pense qu'il va perdurer, et même si demain on aura plus de capacité de semi-conducteurs, le marché ne sera pas aussi haussier comme on l'a pu connaître il y a quelques années. Donc il va falloir, et on va en reparler dans la deuxième partie de cette émission, il va falloir, Vincent Salimon, revoir dans les prochaines années la façon de construire, revoir la rentabilité, la stratégie à adopter, en fait, produire moins peut-être. Cette période de transformation a permis d'affiner un certain nombre de choses, et je parlais des segments, et c'est vrai qu'il y a moins de véhicules de démonstration, il y a moins de ventes à loueur courte durée, et c'est vrai que ça permet d'aller sur les segments qui sont les plus vertueux, mais encore une fois, il y a une demande, et vous le disiez tout à l'heure, c'est l'offre qui définit le marché, mais la demande est là, et globalement, il y a une demande de développement de la mobilité, et le potentiel est là, et notamment, c'est peut-être là où il y a une spécificité, c'est qu'il faut bien différencier le marché total et le segment premium notamment. C'est que peut-être sur le marché global, l'impact de la hausse des prix, de l'inflation peut être significatif. C'est vrai que sur le segment premium, les clients CSP+, il y a une appétence à renouveler leur voiture, surtout qu'aujourd'hui on a des produits phénoménaux qui sortent sur le marché, et c'est le moment ou jamais de commander leur voiture. Allez, on va revenir dans quelques minutes. Les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio, c'est jusqu'à 20h. Restez avec nous. On va se retrouver dans une poignée de secondes maintenant pour la deuxième partie avec José Bagdad, Julien Billon, Vincent Salimon, qui a eu le mot de la fin. Alexandre Marion, à tout de suite. Avec Mobility TV, l'automobile et la mobilité, il en est question jusqu'à 20h. Pendant encore une bonne demi-heure, à mes côtés, José Bagdad, associé responsable du secteur automobile PwC France et Maghreb. Julien Billon qui est avec nous, directeur général de 3A Data, spécialiste de la donnée automobile. Alexandre Marion, directeur général France du cabinet de conseil AlixPartners. Et puis Vincent Salimon, président du directoire de BMW France. Depuis 19h20 maintenant, on essaie de débattre. Alors c'est vrai que sur la baisse de vente de véhicules neufs, c'est vrai que quand on voit cette dégringolade depuis plusieurs mois, il y a de quoi être pessimiste. Mais Vincent Salimon, je sais que vous voyez le verre à moitié plein comme toujours, et vous n'avez bien expliqué, il ne faut pas voir en fait finalement juste un chiffre et voir juste les ventes dans sa globalité, mais faire le calcul secteur par secteur. Il faut segment par segment. Il ne faut pas regarder chiffre global. Effectivement, des marchés à 2,2 millions, 2,3 millions pour la France, c'est peut-être plus d'actualité. En revanche, revenir progressivement à un marché à 1,9 million, pourquoi pas. Alors, les constructeurs vont changer de logique, et évidemment. Plus de course au volume, c'est-à-dire qu'on va essayer on peut moins fabriquer de toute façon, donc on va pas essayer de vendre pour vendre à tout prix. Sur quoi les constructeurs vont se focaliser en fait? Quelle sera la priorité? Alors, pour les autres constructeurs, je ne peux pas vous dire. Pour BMW, exactement. La priorité, c'est notre raison d'être, c'est vraiment de développer la mobilité responsable. Aujourd'hui, on a fait des études, tout le monde, les utilisateurs le prouvent. Ils ont besoin d'une voiture, et à 90%, ils utilisent leur voiture
au quotidien. En revanche, ils ont une volonté de pouvoir respecter le développement durable, de pouvoir respecter la planète. Et donc, il y a une demande de développer cette mobilité durable. C'est pour ça que nous, notre priorité et nos investissements, on investit 6 milliards d'euros par an, c'est de développer une baisse d'émissions de CO2 dans la mobilité, mais sur la totalité de la chaîne de valeur, pas uniquement sur l'usage. On en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que qu'est-ce qu'on souhaite en fait? Est-ce qu'on souhaite faire en sorte que tout le monde roule en voiture électrique, ou est-ce qu'on souhaite préserver la planète? Et très clairement, notre position, c'est de préserver la planète, donc d'avoir une approche globale sur la totalité de l'écosystème, de l'extraction des ressources au recyclage des batteries, et de faire en sorte que la mobilité soit la plus fermée possible en termes de besoins pour la planète, et finalement d'utiliser aussi au maximum le circulaire, le renouvelable, etc. D'accord, donc la priorité c'est quoi? C'est l'électrique, c'est l'hybride? Alors, en fait, c'est de travailler sur la totalité de la chaîne de valeur. Donc l'électrique, si pour 2035 il faut y aller, on ira, effectivement, on est prêt. Pour l'instant, c'est ce qui va se passer. On est prêt, nous on a annoncé qu'on aurait 50% de nos ventes en 100% électrique de toute façon en 2030, donc on est sur cette direction, mais la priorité c'est de faire en sorte que toute la chaîne, tout l'écosystème de développement de la mobilité se fasse en limitant les ressources et en limitant les émissions de CO2. Donc c'est pas que le 100% électrique, c'est aussi développer des moteurs électriques sans terre rare, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est aussi utiliser un maximum de recycler sur les batteries, et c'est ce qu'on fait puisqu'on a aujourd'hui 50% d'aluminium et 30% de nickel déjà recyclés sur les batteries. Donc c'est faire en sorte qu'on puisse travailler le plus possible en cercle fermé. Oui. Alors Alexandre Marian, directeur général France du cabinet de conseil Alix Partners, vous avez fait une étude, vous l'avez dit tout à l'heure. On va aller plus en détail évidemment dans cette étude dans quelques instants, mais on apprend par exemple qu'en 2035 il y aura 85% de véhicules électriques en Europe. Tout à fait. Donc c'est-à-dire que les constructeurs maintenant c'est cap sur la voiture électrique à tout prix, voiture électrique qui va coûter beaucoup plus cher qu'une voiture thermique. Non, pas beaucoup plus, Vincent Salimon. Alors j'ai un exemple aujourd'hui, mais je veux pas faire de pub, mais sur une de nos marques et un modèle qui est la Midi 3 portes. Donc ça dépend ça dépend du type de véhicule évidemment. Alors, mais c'est un exemple en fait entre le modèle essence et le modèle diesel, il y a 25. Je parle pas de prix global, mais il y a 25 € d'écart par mois. 25 € d'écart par mois. Si on regarde le coût de l'énergie utilisée entre l'électricité et l'essence, finalement on est au même niveau de prix. Bon, Alexandre Marion. Alors en effet, encore une fois, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais merci. Un véhicule électrique aujourd'hui, ça coûte environ 8 800 € de plus pour un constructeur à produire, pour un véhicule moyen européen. Et on parle des véhicules premium, qui sont un segment de marché, mais également des véhicules des constructeurs, on va dire de manière générale, de plus volume, qui ont également les mêmes enjeux. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un cap vers le véhicule électrique et que le surcoût actuel du véhicule électrique, il ne va pas être réduit à zéro. Il sera peut-être réduit de moitié à l'issue de la fin de la décennie, mais certainement pas à zéro. Et ce surcoût initial, il faudra l'absorber lors du coût total d'utilisation. C'est pas à la portée de tous les utilisateurs. Et donc fondamentalement, ce qu'on pense, c'est qu'à terme, il y aura une baisse de la consommation de véhicules ou de la vente de nouveaux véhicules du fait de cette transition vers le véhicule électrique qui coûte plus cher à l'achat. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas plus ou moins rentable, c'est juste une autre façon de voir la valeur totale de la mobilité. José Bagdad. Il y a une transformation des usages qui va se faire de la mobilité. On va avoir des mobilités multiples. On voit bien que les acteurs aujourd'hui essaient de se positionner non seulement sur la voiture, mais sur le vélo, sur le scooter, sur la capacité d'offrir des offres de mobilité en partenariat avec d'autres acteurs, que ce soit la RATP, d'autres acteurs comme Blablacar, pour faire en sorte d'offrir une offre de mobilité variée. Donc l'enjeu, c'est savoir comment je capte les besoins de mobilité de mes usagers. Je différencie par typologie de population, les jeunes, les urbains, ceux qui habitent plutôt en province, pour avoir des réponses qui soient adaptées et pas des réponses uniques. C'est pas la voiture la réponse thématiquement et pas la voiture en mode propriétaire neuve, et ça va être du coup des usages différents. Et donc c'est l'enjeu aussi, un des enjeux des constructeurs et des acteurs de la mobilité, c'est de pouvoir proposer cette gamme qui soit pertinente pour les futurs clients et qui soit complètement adaptée et avec un prix qui soit attractif. Aujourd'hui, personne n'a la réponse. Plusieurs modèles sont en train d'être réfléchis et poussés, mais c'est l'enjeu de réussir ce pari-là. Juste une question, le tout électrique en 2035 qui a été décidé à Bruxelles, est-ce que c'est réalisable ou pas selon vous, Julien Billon? C'est la loi. Alors oui, Alex, va falloir. Ce qu'on leur reproche justement, c'est de
d'être un peu déconnecté des réalités. Il n'y a aucun doute sur le fait que les constructeurs soient capables d'être à l'objectif. C'est leur vocation de produire des instruments de mobilité pour leurs clients. Donc ils seront au rendez-vous sans aucun doute. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel rythme on va y aller. Oui. Parce que aujourd'hui, effectivement, on parle du coût du véhicule 2035, c'est tout à l'heure. Hein. Oui, alors c'est quand même plusieurs cycles de possession quand même quand on est un particulier. Si je prends l'exemple des particuliers, c'est quand même 4 séquences en temps moyen de possession d'un véhicule. Donc on voit bien là à très court terme les sujets. Il y a des personnes qui mettent à la route des véhicules en GPL et en superéthanol. Donc on est plutôt sur les achats portefeuille plutôt que sur les achats écologistes, clairement. Alexandre Marion. Oui, donc juste pour rebondir sur ce que vous disiez, il est clair que les constructeurs automobiles se dirigent vers cette trajectoire d'avoir 100% des véhicules électriques à horizon 2035. Encore une fois, on a identifié qu'il y avait de l'ordre de 500 milliards d'investissements, plus de 500 milliards d'investissements qui allaient être investis dans les 5 prochaines années, ce qui est plus de la moitié des investissements de la recherche et développement. Cela étant dit, cette transition, elle ne va pas se faire sans peine. Et c'est notamment le cas pour le tissu fournisseur qui n'est pas du tout soumis à la même enseigne, parce qu'il y a des fournisseurs qui sont très liés au moteur thermique qui vont finalement voir leur marché s'effondrer, donc ça va avoir des impacts à la fois sur leur chiffre d'affaires mais aussi des impacts sociaux. Là où pour les constructeurs automobiles, ils vont aussi chercher à développer d'autres nouveaux secteurs qui sont liés à tout ce qui est le moteur électrique. Vous parliez des moteurs électriques sans terres rares plutôt, ça c'est un des éléments majeurs de développement et d'innovation. Il va y avoir des investissements dans les batteries, il va y avoir des investissements sur l'électronique de puissance, et donc tous les acteurs de l'automobile ne seront pas logés à la même enseigne dans cette transition-là. Il y en a qui se préparent à ça, il y en a qui investissent massivement, mais il y en aura aussi qui vont être en difficulté, qui vont devoir se positionner par rapport à ça. Bon, tiens Vincent Salimon, l'avis d'un constructeur. Déjà sur cette date, cet objectif 2035, le tout d'électrique. On sera prêt, et effectivement tous les constructeurs seront prêts, ou alors ils auront un gros problème en 2035. Mais encore une fois, est-ce qu'on veut préserver l'usage ou est-ce qu'on veut préserver la planète? Donc c'est pour ça qu'on insiste, et BMW Group est le seul constructeur à insister sur le sujet. Travaillons sur la totalité de la chaîne de valeur, travaillons sur la totalité de l'écosystème, et c'est de cette façon qu'on arrivera à baisser les émissions de CO2. Une voiture électrique produite avec du charbon ou de l'électricité, une voiture électrique qui roule avec de l'électricité produite avec du charbon, on ne résout pas le problème de la planète. Et le deuxième élément dont on n'a pas parlé, c'est qu'il faut que tout le monde travaille sur justement l'échéance 2035. C'est pour ça que notre position est de dire oui, pourquoi pas 2035, mais faisons un état des lieux en 2030, parce qu'il faut de l'infrastructure de recharge, il faut que les utilisateurs puissent avoir confiance dans la voiture 100% électrique, et on a besoin, pour atteindre cet objectif, d'être à 1 million de bornes en France en 2030, 7 millions de bornes en Europe. Mais aujourd'hui, on est à 60 000. Et on était censé, le gouvernement s'était engagé d'être à 100 000 à fin 2021. Donc il faut que tous les acteurs travaillent pour pouvoir atteindre cet objectif. Aujourd'hui, quelle est la part de vente de voitures électriques Alors, pour BMW, en France, j'ai beaucoup de clients qui roulent beaucoup. Donc je suis à 10%. Par contre, je suis déjà à un tiers de vente en électrifié, c'est-à-dire du 100% électrique et de l'hybride rechargeable, parce que c'est la transition et ça permet de rouler en 100% électrique en ville et d'avoir une autonomie, donc de ne pas dépendre des bornes de recharge. Et pour Mini, qui est une marque urbaine, donc parfaite pour le 100% électrique en ville, on est déjà à 30% de commandes là sur 2022. Donc déjà près d'un tiers du volume est en 100% électrique chez Mini. Alexandre Marion. Oui, et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a vu quand même avec le Covid et la sortie du Covid, la transition vers le véhicule électrique s'est accélérée. Si on prend l'année dernière, on était à de l'ordre de 8% de véhicules électriques à batterie en France. Et en fait, au premier trimestre de l'année 2022, on est à 12% de véhicules électriques à batterie. Et on rajoute à cela 8% de véhicules plug-in hybride. Donc on est à de l'ordre de 20% de part de marché pour le véhicule électrique. Alors, les constructeurs sont prêts, évidemment. Il y a un objectif en 2035, ils y travaillent pour. José Bagdad, est-ce que vous pensez, vous, que les Français sont prêts? Parce qu'on a l'impression que la voiture électrique, pour les Français, d'abord, ça coûte cher pour eux, en tout cas. Il y a un problème de pouvoir d'achat. Ils ne s'imaginent pas acheter une voiture électrique, déjà qu'ils ont du mal à s'acheter une voiture thermique. Et on a l'impression que c'est un petit peu abstrait pour encore la voiture électrique. Il y a même des salons qui a eu lieu au Parc Floral de Paris ce week-end où on faisait tester à des Français la voiture électrique. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts, José Bagdad? Je pense qu'il n'y a pas une réponse pour dire les Français. Si on distinguait tout à l'heure les segments, je pense qu'il faut aussi distinguer les Français. Et il y a des gens qui sont très prêts. Fondamentalement, par exemple, beaucoup de jeunes urbains seraient prêts à passer électrique, mais ils n'ont pas les moyens.
Et deux, ils disent, on va attendre un petit peu que ça soit sans doute sur d'autres formes, qu'on puisse avoir des abonnements pour faire de l'électrique. Ceux qui achètent aujourd'hui de l'électrique sont plutôt des personnes plus âgées, qui ont envie de pouvoir, avec des cadres supérieurs, des CSP+, qui ont une conscience peut-être écologique, mais aussi qui voient les difficultés peut-être de circuler dans certaines villes à venir si on n'est pas électrique. Donc anticipe le phénomène et donc ont les moyens de le faire. Ceux qui sont en difficulté pour adopter l'électrique, ce sont ceux qui vivent dans des villes plutôt moyennes, qui ont des salaires médians et qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire l'électrique. On a une réticence liée au pouvoir d'achat, mais aussi sur les infrastructures qui vont leur permettre de pouvoir faire des trajets, pas uniquement urbains, mais plutôt 100 km par jour de façon continue. Est-ce qu'il y aura une borne de recharge là, ce que je vais aller ? Est-ce que dans mon parking de mon bureau, est-ce qu'il y aura une borne, etc. Donc c'est un effort collectif des collectivités, de l'État, mais aussi des entreprises pour faire en sorte d'équiper et encourager les gens à pouvoir basculer électrique. Mais on va avoir des Français à plusieurs vitesses, si je peux m'exprimer ainsi, sur l'électrique. Ouais. Julien Billon. Pour terminer cette partie, on en parlera dans la troisième partie, on reviendra sur le marché de l'occasion aussi dans quelques minutes. L'électrification du marché, on en parlait là d'un 12% depuis le début de l'année en part de l'électrique et surtout une croissance de plus 40%. Donc ça va très très vite. Et ça va très très vite depuis les 24 derniers mois, effectivement. Les freins sont là, le prix, le réseau des bornes, la borne, l'installation même d'une borne. Quand j'habite dans un immeuble, pour installer une borne dans une copropriété, c'est compliqué. C'est pas évident. L'usage, le fantasme encore sur l'usage. Faut-il vraiment avoir 400, 500 km d'autonomie dans un véhicule électrique quand je fais 100 km par jour ? Bon, c'est des freins, clairement. Nous, chez 3A Data, on pense que le principal frein aujourd'hui sur les particuliers, c'est plutôt l'histoire du pouvoir d'achat du prix du véhicule, plus qu'un problème d'infrastructure. En général, alors après ça, est-ce que c'est pas au gouvernement ? Alors on va en parler dans la troisième partie. Restez avec nous. José Bagdad, Julien Billon, Alexandre Marion et Vincent Salimon. Les vraies voix qui font rouler la France reviennent dans quelques minutes. À tout de suite. Avec Mobility TV et jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France. Nous sommes avec nos vraies voix. Nos experts ce soir, José Bagdad, associé responsable du secteur automobile PwC France et Maghreb, Julien Billon qui est avec nous. Il est directeur général de 3A Data, spécialiste de la donnée automobile. Vincent Salimon, président du directoire de BMW France. Et puis Alexandre Marian, directeur général France du cabinet de conseil Alix Partners. J'aimerais qu'on revienne, alors toujours sur cette question de pouvoir d'achat quant à la voiture électrique. Tiens, Vincent Salimon, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc à tous ceux qui nous écoutent comment l'État aide en ce moment et peut-être à l'avenir va poursuivre cette aide pour acheter une voiture électrique. Alors c'est ce qui est intéressant et on peut le saluer, c'est une très bonne action de pouvoir accompagner, parce qu'effectivement vous le disiez tout à l'heure, la voiture électrique coûte plus cher aujourd'hui, donc elle coûte plus cher à la fabrication et à la revente, et nous arrivons, et je vous ai donné un exemple avec Mini, nous arrivons à faire en sorte que le coût d'utilisation pour l'automobiliste soit quasiment équivalent grâce à la subvention. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a 6 000 € de subvention sur une voiture 100% électrique. Tout le monde est éligible. Tout le monde est éligible à cette subvention. Alors il y a des plafonds, c'est pas il y a un pourcentage en fonction de la valeur de la voiture, il y a un plafond de valeur d'achat 45 000 €, etc. Mais vos concessionnaires sauront vous renseigner. Et c'est vrai qu'au fil du temps, alors il y a 1 000 € aussi d'aide sur les véhicules hybrides rechargeables, donc il y a une transition possible pour aller vers l'électrique. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la baisse des subventions, parce que l'État ne pourra pas aider l'électrique en permanence, et ça on peut le comprendre, notamment avec la progression de l'électrique sur le marché, en termes de part de marché, eh bien la baisse des coûts de production fera que globalement le coût d'utilisation restera compétitif par rapport au thermique. Alors Alexandre Marion. Oui, mais je sais que vous aimez bien contredire Vincent Salimon. Vous êtes en partie d'accord avec lui, il y a toujours un mais. Là, je suis plus modéré sur le fait que le coût il n'y a pas, à mon sens, de parcours d'avoir un coût de véhicule neuf qui soit équivalent. Donc le coût d'utilisation total pourrait être équivalent. Mais c'est pour des personnes qui roulent plus de 12-15 000 km par an. Donc, ce n'est pas nécessairement les bons usages, les bons modes d'utilisation. Et donc, par conséquent, en effet, ça dépend toujours des segments. Mais quoi qu'il arrive, le coût d'achat, et qui est le principal frein d'ailleurs d'acquisition des véhicules électriques aujourd'hui, c'est le prix. C'est le prix, c'est celui qu'on nous sort
comme étant le premier frein à cette utilisation. Après, il y a d'autres éléments qui inquiètent beaucoup les utilisateurs de véhicules. Il y a l'accès à l'infrastructure, l'utilisation, et je ne sais pas pour vous, mais étant moi-même utilisateur de véhicules électriques, il a fallu une certaine courbe d'apprentissage pour utiliser les différents réseaux d'infrastructures, savoir utiliser les cartes. Et c'est vrai qu'il y a une certaine anxiété une fois quand on sait pas. Il y a beaucoup d'applications et de startups qui se préparent évidemment. Exactement, mais pour expliquer où se trouvent les bandes de recharge, etc. Chaque domaine n'est pas nécessairement adapté. Et en fait, le dernier point, c'est aussi le fait de ne pas avoir une bonne autonomie et de ne pas pouvoir aller là où on veut. Lorsqu'on fait du quotidien à 50-100 km par jour, oui, c'est vrai que ça marche. Cela étant dit, de temps en temps, on a envie d'utiliser sa voiture pour aller à 500 km. C'est vrai. Et là, c'est important d'avoir la charge rapide. Alors, sur ce que vient de dire Alexandre Marion, et puis sur les subventions donc, de l'État, José Bagdad, et juste après Julien Billon. Et puis après, j'aimerais qu'on dise un mot avant la fin de cette émission sur le marché de l'occasion aussi. Il ne faut pas effectivement rêver. Les subventions de l'État ne vont pas rester là à vitam aeternam. D'abord parce que le volume aidant des voitures électriques, ça va coûter de plus en plus cher à l'État. Et l'État ne pourra pas fournir aujourd'hui au regard des déficits qu'il connaît. Donc ça, c'est le premier élément. Donc ça va baisser. Du coup, les constructeurs vont devoir s'adapter, comme était dit, avec renvoyant leur coût de production, recyclant beaucoup plus. C'est pas non seulement un choix écologique, mais c'est aussi un choix économique pour pouvoir être performant et proposer des voitures à des prix plus abordables. Donc ça, c'est une nécessité. Et après, on voit qu'il y a des contrastes aussi très importants sur les aides dans les différents pays. Il y a des pays comme la Norvège qui ont été très forts sur les aides pour adopter la voiture électrique très rapidement. Et on voit que il y a un parc automobile en Norvège très important d'électrique. Sur d'autres pays, les aides sont beaucoup moins importantes et effectivement, l'adoption est beaucoup plus limitée. On peut parler des États-Unis, mais on peut parler aussi en Espagne où ça décolle gentiment, mais moins fort. Et la France, c'est pas la plus rapide. Pour autant, par rapport à d'autres pays européens, France et UK sont plutôt même en retard dans la capacité à pouvoir proposer des gammes électriques attractives par rapport à d'autres marchés. Alors j'aimerais qu'on revienne, il nous reste quelques minutes sur le marché de l'occasion, évidemment, puisque toujours pour cette question de pouvoir d'achat, puis le fait qu'on tarde en ce moment à se faire livrer notre voiture neuve, les Français se tournent de plus en plus vers le marché des voitures d'occasion qui a bondi ces derniers mois. Ça va continuer Alors là, on observe plutôt une baisse là, depuis le début de l'année. On est à moins 11% depuis le début de l'année sur le marché occasion. Après, moins 11%, ça reste un niveau très élevé quand on compare ce qui s'est passé ces dernières années. À moins 11% en 2022, c'est le niveau du marché de 2019, qui était déjà un marché très élevé. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de voitures d'occasion à vendre. Donc c'est pas parce que il y a une moins grande appétence à chercher le véhicule d'occasion, c'est que il y a plus beaucoup de stock de voitures d'occasion. Puisque tout le monde se rue sur les voitures de l'occasion, évidemment. Vincent Salimon. C'est la preuve que le marché du véhicule neuf va revenir à 1,8 million, 1,9 million, parce qu'il y a du besoin et on voit ce marché qui est à moins 11 effectivement sur un marché total et à moins 14 sur les véhicules de moins de 5 ans. Nous, dans le réseau BMW, on est à moins 4% sur les ventes d'occasion de notre réseau. On est à moins 4% chez BMW et plus 9% chez Mini. Pourquoi ? Parce qu'on a lancé il y a 20 ans des systèmes de location qui font que les voitures, après les 3 ans d'utilisation, reviennent en concession. Et quand le sourcing est là, quand la capacité, l'offre est là, le besoin répond, et c'est pour ça que finalement le marché est stable dans nos concessions. Il vous manque pas de voitures en fait. Il nous manque grâce à ces 3 ans d'utilisation. Oui, Julien. Oui, c'est important de préciser. Vous avez raison de le dire. C'est que la dynamique du marché occasion, elle est pas. C'est comme pour le marché neuf. Il y a des situations très contrastées. Et donc, ce qui fait la baisse du marché occasion, c'est bien les véhicules d'occasion récents. Alors que 50% du marché, c'est des véhicules de plus de 10 ans. Et 25% du marché occasion, c'est des véhicules de plus de 15 ans. Et ces segments-là, eux, ne sont pas en baisse. Mis à part les voitures électriques, Alexandre Marion, l'avenir, c'est la voiture d'occasion ces prochaines années, avant 2035, avant l'échéance 2035. C'est probable que l'avenir... plus que l'avant l'échéance 2035, il y aura des véhicules thermiques qui continueront à être vendus et qui seront un moyen d'accès aux véhicules d'occasion moins chers. Il faut savoir aussi que... Moi, je pense que, comme on l'a dit avant, le véhicule neuf et le véhicule d'occasion sont très liés en termes de vente, avec un certain décalage et un certain gap. Finalement, la seule compétition qu'il y a vers les véhicules d'occasion, c'est les véhicules à bas coût. Et donc, c'est là aussi où il faut vraiment réfléchir à d'où proviennent les véhicules qui viendront en Europe. Et finalement, est-ce que c'est pas là où le véhicule d'occasion risque d'être
concurrencer également. Il y a peut-être un point d'attention à avoir sur le véhicule d'occasion, parce qu'on voit bien que les véhicules neufs aussi, dans les ventes, on a la part d'électrique qui augmente. Il y a peut-être aussi une réticence des clients d'acheter du véhicule d'occasion électrique, en se disant les modèles changent très rapidement, les batteries changent très rapidement, et acheter aujourd'hui un véhicule électrique d'occasion, on se dit qu'on prend un risque plus important que ce que l'on prenait un véhicule thermique avec toutes les garanties qui étaient fournies par celui qui vous vendait la voiture. Et donc il y a une capacité aussi peut-être du marché à se transformer pour donner de la confiance sur le véhicule d'occasion. Et ils ont raison, ceux qui doutent, Vincent Salimon, ils ont raison. Alors c'est peut-être ce qui se passe dans l'esprit des acheteurs potentiels, mais la réalité est différente. Il y a des garanties sur les véhicules 100% électriques. La garantie de la batterie sur un véhicule neuf est de 8 ans. Donc pendant 8 ans, c'est au moins 2 ou 3 possesseurs. La garantie est là. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Maintenant, entre ce qui se passe dans l'esprit de l'acheteur et la réalité, il y a un gros effort d'éducation de la part des équipes commerciales. Et là, on rejoint la formation des équipes commerciales. Nous, ça fait 10 ans qu'on a lancé la première voiture 100% électrique. C'est une BMW i3 que certains connaissent autour de la table. Eh bien, nous avons organisé en France, rien qu'en France, 23 000 journées de formation auprès de nos équipes du réseau pour bien les sensibiliser sur la spécificité du 100% électrique. Alexandre Mario, il nous reste 30 secondes. Allez-y, je vous donne le mot de la fin. Un seul point complémentaire aussi, c'est qu'au-delà de l'aspect d'obsolescence des batteries et d'autres éléments, il y a quand même aussi une notion d'économie circulaire, et on voit se développer évidemment le fait de développer tout ce qui est l'aspect recyclage des batteries, changement des batteries, qui sera aussi un élément fondamental pour permettre au marché de l'occasion des véhicules électriques de se développer. Et clairement, les constructeurs y réfléchissent, comme notre cher ami. Tout à fait. Et on répare les batteries dans le réseau BMW Group. On ne fait pas que changer les batteries. Le circulaire est indispensable. Merci à vous, Vincent Salimon, président du directoire donc de BMW France, Alexandre Marian, directeur général France du cabinet de conseil Alix Partners. Merci à Julien Billon, directeur général de 3A Data, qui était avec nous, et puis José Bagdad, associé responsable du secteur automobile PwC France et Maghreb.